Je pense que tous les gens qui m'entourent l'ont retrouvé avant moi en fait, ou du moins l'ont retrouvé pour moi. Comme on dit, c'est au pied du mur qu'on voit le mur, c'est un peu ce qui m'est arrivé. Je crois que j'y suis allée en me disant, bon, à un moment donné, je vais avoir l'étincelle et c'est ce qui s'est passé. Mais c'est vrai que j'y suis pas allée en mode, j'en peux plus, il faut que j'aille chanter quoi. J'y suis allée en mode, je sais qu'en retrouvant les gens, me retrouvant en studio avec des gens que j'aime, avec des gens qui me connaissent, avec des gens qui ont envie, il va se passer forcément quelque chose. Et il s'est passé des choses. C'est pas que j'y ai cru, c'est que ce moment, je l'ai vécu. En fait, j'ai vécu trop de temps sans être chanteuse. Mine de rien, 4 ans presque, sans chanter. C'est énorme, en tout cas pour moi qui n'avais jamais arrêté depuis la Nouvelle Star en fait. J'étais toujours prise dans ce tourbillon et puis surtout j'avais rien d'autre avant. Et je crois que c'est ça qui m'a bouleversée. C'est le fait d'avoir aussi construit quelque chose d'énorme dans ma vie à côté. Et cet à côté est devenu mon centre d'intérêt. Dans ma tête, je me suis pas dit c'est fini la musique, mais je crois que je me suis dit je la mets où en fait? Je crois qu'il m'a fallu du temps pour accepter que c'était possible de vivre les deux. Je pense qu'inconsciemment, je me suis dit, si je reprends les routes, si je redeviens Amel Bent, la chanteuse, je vais devoir délaisser ça, là. Et ça, c'était pas possible, c'était pas envisageable. C'est possible, c'est fatigant, hein. C'est fatigant, c'est vrai que voilà, c'est sûr que les grasses mat c'est fini et puis j'ai plus du tout envie de veiller jusqu'à 4 h du matin comme quand j'avais 25 ans. Maintenant je m'impose une discipline, chose que je déteste parce que je suis quand même assez rock'n'roll au départ. Là on va dire je suis n-roll. Il y a la moitié qui a disparu. À la maternité je leur ai laissé le rock, j'ai récupéré que le roll. Et franchement je me plains pas parce que ça reste quand même que du bonheur. Je me lève quand même pour m'occuper de mes enfants et après faire le métier que je rêve de faire depuis toute petite. Donc ça vaut le coup de se battre pour réussir. Ce métier, on le sait très bien, c'est 90% de plaisir et puis il y a 10% un peu sombre. Mais c'est sûr que cette violence, entre guillemets, t'as pas envie de l'imposer, en tout cas à ta famille. J'ai déjà jamais voulu l'imposer à mes frères et sœurs, ça m'a toujours beaucoup peiné. Moi, j'ai quand même pas annoncé ma grossesse à mes proches. C'est quand même la presse qui l'a annoncé pour moi, ma deuxième grossesse. Donc c'est quand même horrible. Cette violence, moi, je suis capable de l'encaisser parce que j'ai les 90% de bonheur qui vont avec, mais les gens qui sont autour de moi qui n'ont rien demandé, et encore pire, mes enfants, ils n'ont absolument rien demandé. En plus, je suis pas du genre à les exposer, à montrer leur visage. Je fais tout pour qu'ils aient une vie, pour qu'elles aient une vie la plus normale possible. Et je me dis que cette partie-là, de manière, je peux pas les protéger à 200% parce que j'arrive même pas à me protéger moi-même. J'ai commencé à aller en studio une première fois. Avec des chansons qui m'avaient été écrites et composées par des équipes, on va dire, de l'ère d'avant. J'étais hors du temps, en fait. Et donc, j'étais pas pressée. Et je me disais même pas, je suis en train de faire un disque. Pour moi, on faisait des chansons comme ça, on voit. Donc, j'ai évidemment eu envie d'aborder des thèmes qui me tenaient à cœur, comme dans J'aimerais, Ton Jugement, ou Charles, ou Une Star. Mais toujours avec cette certitude que tout était toujours pareil et qu'il fallait que, entre guillemets, que la musique, je l'aborde de la même manière qu'avant. Sauf que quand j'arrive en studio, que j'enregistre, etc., je me dis, il y a quand même eu du changement, quoi. Je suis pas tout à fait... je suis plus tout à fait la même. Je peux pas dire exactement ce qui a changé. On sait ce qu'on veut pas, mais on sait pas ce qu'on veut. Exactement. Donc cet album, il a été repoussé tout simplement pour ça. Parce que je voulais pas faire un album pour faire un album. Parce qu'à un moment donné, je me suis prise au jeu, j'ai retrouvé le plaisir, la flamme, elle s'est ravivée, j'avais envie de faire des chansons qui défoncent et tout. Je sais qu'à un moment donné, quand je vais entendre un truc qui tilt, ça va me... Je vais dire c'est bon, c'est ça, on avance, on y va, c'est la bonne direction. Et ça me l'a fait la première fois avec Dany Sainté et Jonas sur On porte nos vies. C'est le premier morceau, entre guillemets, de l'ère de demain que j'ai enregistré. Et quand j'ai enregistré ce titre-là, j'ai dit, ok, il se passe quelque chose. Je pense que déjà, il faut avancer avec cette équipe-là. Ensuite, il y a eu Slimane, avec qui on a fait Demain. Il y a eu Eazy-Ly, avec qui on a fait La Fête. C'est pour ça que l'album, je l'ai appelé Demain, parce qu'en vérité, il est vraiment tourné vers l'avenir. Contrairement aux albums précédents, surtout les 2 derniers, qui étaient tournés vers... on sait pas trop. En tout cas, c'est sûr que je regardais en arrière et pas devant. Je recyclais un petit peu ce que je pensais que je devais chanter et comment je devais le faire, etc. Mais j'étais pas dans une innovation personnelle, quoi. C'était tout déconstruit, il fallait tout reconstruire. Et encore, là, je suis en plein dedans. Moi, je veux pas quitter le studio. Je pense que là, j'ai déjà commencé à faire mon 7e album, en fait. J'ai pas fini, en fait. C'est que le début.
Le tube, j'ai laissé Slimane faire. Hein. Moi, il m'a dit, je sais ce qu'il te faut. Avec Yakov Salah, vraiment, ils m'ont dit, on vient à la maison, on va bosser ensemble. Nous, on pense qu'on sait ce qu'il faut pour que tu aies en tout cas une chanson qui puisse tourner en radio, etc. De temps en temps, il faut que quelqu'un d'autre de l'extérieur arrive et te dise, moi, je sais, regarde, je vais te faire chanter, tu vas chanter. Tu vas pouvoir raconter quelque chose, il y aura du fond dans ton texte, mais tu vas voir, ça va rentrer en radio. Et c'est Slimane qui est arrivé comme ça avec Yakov, et on a fait Demain. Et c'est vrai que Demain, voilà, ça rentre en radio, etc. Et tu te dis, il y a des gens qui savent faire ça. Et il faut leur faire confiance. Ah, Sopra, c'est la famille. Sopra, on se parle tout le temps. On s'était déjà dit sur la première saison de The Voice Kids, donc il y a au moins 2 ans, que sur mon album, on ferait un titre ensemble, etc. On en a fait un d'abord. On était contents tous les deux, mais tous les gens autour de nous n'aimaient pas notre titre. Nous, on s'enjaille en studio de ouf. On était là, truc de fou, il défonce. On s'était déjà mis on avait demandé à ce que tourner un clip et tout ça. Donc on s'était fait tout un film. Ouais, toi tu seras habillé comme ça, moi je ferais ça. On avait fait une chorégraphie et tout ça. Sauf que lui, il a fait écouter à son management. Moi, au mien, ils nous ont dit ouais, sympa, mais donc voilà. Donc ça nous a un petit peu calmé, mais on adore quand même le titre, mais on s'est quand même donné une chance. Si déjà dans ta propre team tout le monde n'est pas d'accord, c'est déjà un gros problème. Ça veut dire que voilà, c'est sûr que tu fais des morceaux toi pour te faire kiffer, mais avant tout tu fais quand même de la musique pour faire kiffer les autres. Et si déjà t'arrives pas à faire kiffer ta team, pour moi c'est un mauvais point de départ. Et on s'est dit allez, on va refaire un morceau où on va tous les séduire, ils vont tous kiffer. Et là quand on a enregistré C'est la folie, c'est vrai que tout le monde nous a dit voilà, on a mis tout le monde d'accord en tout cas chez nous. J'ai galéré pendant 3 ans. Avec Jean Rachid, avec Katia, sa fille et tout, j'étais là, mais je dis, je vous en supplie, laissez-moi, il faut que je vive ce moment avec lui et tout. Je les ai suppliés, harcelés. Et un jour, Jean Rachid m'appelle en me disant, si tu veux lui faire écouter, c'est aujourd'hui, il passe par Paris, etc. Et donc j'ai vécu ce moment incroyable avec cette chanson hommage que je voulais lui faire, mais de son vivant, quoi. Je voulais le vivre avec lui, je voulais qu'il l'entende comme une lettre que je lui écrivais, tout ce que j'oserais jamais lui dire en vrai, en fait. Donc c'était hyper émouvant. Franchement, j'avais les yeux tellement mouillés de larmes que je le voyais en flou. J'ai pleuré, non mais c'est horrible parce que quand ça commence, je vous parle d'un temps, de ma chambre d'enfant, où résonnait sa voix. Et là, il est devant moi comme ça, là. Et je lui avais imprimé en gros le texte. Et quand ça commence, et je ne comprenais pas tout, mais entre chien et loup. Et là, les yeux remplis de larmes, je pouvais même plus le regarder, j'étais comme une folle. Heureusement, tout a été filmé pour que je puisse revivre mon moment, quoi. Que j'ai pas encore revu les images. Non, je suis pas prête là. Là, je suis pas prête. Hein. Déjà, la chanson, elle est pas triste, mais pour moi, elle est devenue très triste parce que ce sera mon dernier moment avec lui que j'aime tellement et qui m'a tellement aidé et bercé toute la vie. Et enfin voilà, c'est mon idole. Ça, c'est irrationnel, mais je l'aime tellement d'amour. Et puis, il est parti 3 jours après, et, comme un cadeau de la vie. C'est trop ouf cette histoire. Bah, pas tant que ça. J'avais promis, j'avais juré en tout cas à la team Amel sur mes réseaux, parce qu'on me demandait souvent, tu feras une chanson pour tes enfants et tout. Je trouve ça tellement ringard de faire des chansons sur ses gosses. Genre, mes enfants, je vous aime. Comme si une mère, elle allait chanter, je regrette, vous me cassez les pieds. Enfin, tu vois, pour moi, ça peut devenir le truc de la chanson facile. Mais un soir, il y a toujours des jours avec, je dis des jours sans. C'était vraiment un jour sans, une journée interminable où j'étais vraiment pas bien. J'avais raté le coucher de mes filles, donc je vais les voir dans la chambre et tout, et je les vois dormir comme ça. Et là, je sors un papier, un stylo, et je commence à gratter. Je sais que demain, je peux être pauvre de tout, mais je serai riche de les avoir. Et c'est ce que je me suis dit, et je voulais vraiment... c'est même pas que je voulais, c'est que les mots, ils sortaient tout seuls. Sans rien, sans musique, sans mélodie. Le lendemain, à mon mari, je lui dis, ouais, hier, tu sais que je suis venue me coucher tard parce que j'écrivais un truc. Et je lui dis, alors je te le récite. Et donc, quand je lui ai récité, c'est vrai qu'il s'est mis à pleurer. Alors, tu vois 100 kilos de muscles en train de partir en lambeaux, tu te dis bon. Et il me dit, mais c'est comme ça qu'il faut que tu le fasses, il faut pas que tu le chantes. Bon, je sais pas si c'était un truc, si c'était positif ou négatif pour moi. Surtout ne le chante pas. Il m'a dit, mais essaye de l'enregistrer comme ça.
Je lui dis, ah là maintenant t'es apprenti manager toi. Donc j'arrive en studio et je dis, bah Pat il m'a dit, parce qu'il est copain du coup avec tous les gens du studio, je dis Pat il m'a dit de l'essayer comme ça. Bon, il connaissait pas le texte, personne. Davidé m'envoie son air au piano, je me mets au micro et là je commence à le réciter. Et là, tout le monde, les larmes, moi qui finis même pas la phrase, genre je finis merde, ma gorge elle est serrée et on l'a gardé comme ça. C'est un one shot.